ce que je vous propose en fait, c'est que vous me posez des questions. On va faire comme je fais en coaching de groupe dans ma communauté des anxieux joyeux. C'est-à-dire que vous allez me poser toutes les questions que vous voulez et moi je vais y répondre une par une. On a perdu déjà 20 minutes et je m'en excuse. Du coup, j'essaierai de rattraper ce temps et on passera un petit peu plus de temps en espérant que vous pouvez attendre jusqu'à 10h20. Donc, je vous laisse me poser des questions dans les commentaires. Maintenant, j'arrive à les lire, donc c'est cool. Et, euh, et on va y aller comme ça. Je vais répondre à vos questions en live. Toutes les questions que vous avez sur le trouble d'anxiété, n'importe lesquelles, n'hésitez pas. Voilà, je répondrai à toutes vos questions. Même les plus simples. Allez-y, faites-vous plaisir. On va le faire version coaching de groupe. Comment faire pour surpasser une crise d'angoisse? Alors, pour- quand tu me dis surpasser une crise d'angoisse, faudrait préciser dans le sens où est-ce que tu veux dire quand tu es en pleine crise, comment faire pour t'en libérer? Si c'est bien ça la question, déjà va falloir retrouver une respiration qui soit calme, parce que lorsqu'on est dans une crise d'angoisse, on a tendance à... On n'inspire pas et on expire très court. Donc la première chose à faire, je dirais, ça serait déjà de respirer profondément. Le mieux, c'est d'inspirer par le nez et pour avoir une diminution rapide de l'anxiété, ça va être plutôt souffler par la bouche et le plus longtemps possible. Donc vraiment déjà avoir une respiration profonde, inspirer par le nez et expirer par la bouche. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on fait quand on est stressé ou quand on en a marre. Quand on commence à se mettre en colère, souvent on fait... Et c'est aussi le principe de la cigarette. La cigarette, ça permet de détendre les fumeurs parce qu'en fait, quand ils fument, ils vont inspirer légèrement et après ils vont expirer fort. Donc ça, c'est une des techniques. Après, le problème dans une crise d'angoisse, quand on est en plein dans une crise d'angoisse, c'est que on est déjà pris dans nos émotions. Ça veut dire que ton cerveau, il est déjà en mode danger et pour stopper la crise, il va falloir que tu stoppes le danger. Pour stopper le danger, il va falloir soit que tu te rassures par toi-même, soit que tu te fasses rassurer par quelqu'un. Il faut absolument que ton cerveau comprenne que tu es rassuré. Donc la respiration, c'est une des techniques qui va te permettre de signaler à ton corps que tout va bien. Le fait de manger, ça fonctionne aussi parce que depuis l'aube des temps, l'être humain, quand il mange, c'est que tout va bien. C'est qu'il n'est pas en danger, il n'y a pas un lion qui est en train de le pourchasser ou quoi que ce soit. Donc le fait de manger, ça aide. Après, il y a une technique aussi que je partage souvent et qui fonctionne plutôt bien, c'est l'exposition au froid. Parce que ton cerveau, notamment l'inconscient, il gère les fonctions de ton corps. Et quand tu vas mettre ta tête dans l'eau froide, ou le top, ça serait même de prendre une douche et baisser la température de l'eau progressivement, ça sert à rien d'y aller trop, trop bourrin, mais en fait, quand tu vas avoir de l'eau froide sur toi, ton cerveau et la partie inconsciente de ton cerveau va être obligé de gérer la température de ton corps. Et c'est une priorité pour ta survie. Donc du coup, il va un peu mettre de côté la crise d'angoisse et il va réchauffer ton corps puisque tu es en train de prendre une douche froide. Ça peut être une technique aussi qui fonctionne bien. Après, toutes les techniques de respiration, la cohérence cardiaque, Nadi Shodhana que je vous ai déjà partagé, elle est sur ma chaîne YouTube aussi, où c'est avec les narines alternées. Ça fonctionne bien aussi. Après, il y a aussi le côté amour. Quand on peut très bien se serrer par soi-même, se serrer comme ça, se faire des câlins, avoir une posture, même en fœtus, allongé sur le côté, où tu te serres comme ça va te rassurer, c'est un geste qui fonctionne. Et, ça, ou alors si tu as la possibilité, si tu as la chance d'avoir quelqu'un qui peut te faire un câlin, là ça fonctionne aussi.
Après, c'est toutes les techniques d'apaisement classiques que tu peux faire, comme la méditation, l'auto-hypnose. Après, je sais que quand on est dans une crise d'angoisse, faire de la méditation, c'est compliqué. Donc, l'auto-hypnose, si tu es préparé à ça, ça peut être une bonne technique. Donc voilà, je pense avoir répondu à ta question. C'est assez compliqué à savoir que quand une crise d'angoisse est commencée, c'est assez compliqué de la faire partir. Le mieux, c'est de l'accepter et de faire ces techniques que je t'ai partagées. Mais après, le top, c'est dès qu'elle commence, c'est vraiment dès que tu as les premiers signes, pour pas qu'elle prenne de l'ampleur, là tu fais tout de suite ce que je viens de te dire. Comme ça, au moins, ça évite qu'elle prenne trop de puissance et ce sera beaucoup plus facile pour toi de la couper. Ensuite, on a Florence qui dit: moi, l'anxiété généralisée, phobie, arrive pas à en sortir. Hmm, bah, c'est pas une question déjà. Après, c'était un peu le but en plus des slides que j'avais préparés. Je suis dégoûté de ne pas pouvoir vous les partager. À savoir que lorsqu'on est dans un trouble anxieux généralisé, il y a deux choses à comprendre. C'est que de une, il y a un message derrière les symptômes. C'est-à-dire que le trouble, on va dire l'inconscient, la partie inconsciente de toi, de ton cerveau, c'est elle qui gère tout. C'est elle qui gère ta mémoire, c'est elle qui gère les fonctions de ton corps, c'est elle qui gère, qui va stocker toute ton identité, tes valeurs, tes croyances, tout ce qui te correspond, tout ce qui est ton identité. Il faut comprendre que lorsqu'on a des troubles d'anxiété, lorsqu'on a des symptômes, dans ma manière de voir les choses, c'est ton inconscient qui a capté que dans ta manière de te percevoir et de percevoir le monde, il y a quelque chose qui te fait du mal. Ça peut être par exemple un deuil qui n'a pas été fait, ça peut être un traumatisme par rapport à ton enfance, ça peut être dû à un accident, ou peut-être un traumatisme que je vois souvent, c'est quelqu'un qui fait une crise d'angoisse et qui a vraiment l'impression qu'il va mourir. Ça va créer une telle peur à l'intérieur de cette personne que du coup l'inconscient se prépare à ça. Et de ce fait, on a peur d'avoir peur et ça crée ce que je disais tout à l'heure, cette boucle, ce cercle vicieux. Donc quand on a un trouble anxieux généralisé, ça veut dire que là l'inconscient est en train de te dire depuis très longtemps qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Et la première chose à faire, c'est d'aller chercher à comprendre quel est ce message. Parce que si tout allait bien dans ta vie, tu n'aurais pas de trouble d'anxiété. Je sais que c'est pas facile à accepter et que parfois on a l'impression que tout va bien, voilà, on a notre conjoint, notre conjointe, notre famille, une maison, un travail. On dirait que tout va bien à l'extérieur, mais intérieurement, il y a forcément quelque chose qui te bloque de l'intérieur et j'ai même envie de dire qui te consume de l'intérieur. Et c'est ça qu'il va falloir aller chercher parce que s'il n'y avait pas un problème, tu n'aurais pas de trouble d'anxiété généralisé. Et ça peut être au niveau de ton identité, mais ça peut être aussi dans tes perceptions, c'est-à-dire comment tu vas interpréter ton travail. Dans les slides que j'avais préparés, par exemple, j'avais donné un exemple. Si tu as dans tes valeurs et tes croyances personnelles que il faut protéger les animaux, et voilà, il faut respecter les animaux, leur faire du bien, etc. Mais tu devais travailler et pour voilà, subvenir aux besoins de ta famille et payer tes factures, tu as trouvé un emploi, par exemple, dans un abattoir. Bah, en fait, tu vas être en conflit interne parce qu'une partie de toi, elle voudrait, dans tes valeurs, protéger les animaux, en prendre soin. Mais d'un autre côté, tu as aussi ce besoin de nourrir ta famille. Et puis, bah, le travail, c'est pas toujours facile à trouver. Donc, tu vas travailler dans cet abattoir et tu vas te forcer à travailler dans cet abattoir. Mais dans cet exemple, en fait, ces personnes-là, je l'ai déjà remarqué, hein, j'ai déjà eu des clients qui étaient comme ça. Et du coup, ça les ronge de l'intérieur parce qu'il y a un conflit interne qui est en opposition en fait entre qui tu es vraiment. Et les troubles d'anxiété, les symptômes d'anxiété, c'est une manière qu'a ton inconscient pour te prévenir que justement tu as un conflit interne et ça te ronge de l'intérieur et ça t'empêche de t'épanouir. Il faut comprendre que dans ma vision des choses, les symptômes d'anxiété, c'est vraiment l'inconscient qui nous prévient pour nous dire qu'il y a quelque chose qui nous empêche de nous épanouir. Ça, c'est vraiment la base de la méthode SAN, la méthode que j'ai créée pour justement aller chercher tout ça et trouver son équilibre intérieur et extérieur. Il y a Isabelle
Au vu de mon exploit, cela reste un bon espoir, pas d'agoraphobie. Alors l'exploit, je suppose que ça, tu parles du travail, le fait que tu aies repris un travail. Ben oui, de toute façon, si c'était vraiment un problème, comme je viens de l'expliquer, l'inconscient, lui, il te prévient, il te parle au travers du corps et des symptômes. Il te parle également au travers des pensées automatiques et des émotions. Si tu vas au travail et que tu te sens bien, et que finalement tu n'as pas de crise d'angoisse, ça veut dire que ton inconscient, il est content en fait. Je prends souvent cet exemple où l'inconscient, c'est un peu comme une maman. Quand l'inconscient, il vous donne des symptômes, en fait, c'est un peu comme une maman qui va engueuler son enfant pour lui dire d'aller faire ses devoirs. Si l'enfant, il écoute la maman, il fait ses devoirs, la maman va se taire. Elle va arrêter d'être, enfin, de crier, quoi. Et ben, l'inconscient, c'est pareil. Si l'inconscient crée des symptômes, ça veut dire qu'il a quelque chose où il n'est pas content et il veut absolument que tu prennes soin de toi et que tu ailles chercher ce qui te ronge de l'intérieur. Donc si tu vas au travail et que tout se passe bien et que tu n'as pas d'agoraphobie, ça veut dire que l'inconscient, il est content en fait. Tu es sur le bon chemin. Donc oui, c'est bon signe, c'est un bon espoir et continue comme ça en fait. Ça veut dire que ça fait partie de ton équilibre et ça te rend heureuse. Donc l'inconscient, il est content. Si derrière tu as toujours des symptômes, c'est qu'il y a autre chose qui n'est pas en rapport avec le travail qui te ronge de l'intérieur. Il y a un autre travail à faire sur toi-même. Donc voilà, je pense avoir répondu à ta question. Il y a Laetitia, comment pas focaliser sur les symptômes d'anxiété? Bah, focalise sur autre chose. c'est, alors, c'est aussi simple que ça et en même temps c'est compliqué. Je m'explique. Comme je l'ai dit là, il y a quelques instants, l'inconscient ne peut pas s'exprimer par ta bouche. L'inconscient, déjà, il n'est pas logique. Lui, il ne fonctionne pas dans la logique comme toi, tu fonctionnes consciemment. Il ne peut pas s'exprimer par les mots. D'ailleurs, si l'inconscient il s'exprimait par ta bouche et il te disait Laetitia, il y a ça qui ne va pas dans ta vie, je pense que tu serais traumatisé pour pas dire autre chose. Tu aurais l'impression d'être possédé en fait. L'inconscient ne peut pas s'exprimer au travers des mots directement. Alors l'inconscient, ce qu'il fait, c'est qu'il va s'exprimer au travers des pensées automatiques, donc les ruminations. Il va s'exprimer au travers du corps, donc les symptômes, et il va s'exprimer au travers des émotions aussi. On pourrait dire aussi au travers des rêves. Après, les rêves, c'est un peu plus compliqué, donc je ne vais pas trop en parler. Mais du coup, si tu as, si tu vas focaliser tout le temps sur tes symptômes, alors dans ce cas-là, je t'invite plutôt à chercher à comprendre ces symptômes. Parce que ces symptômes, c'est un message, c'est un langage, c'est une manière qu'a ton inconscient pour s'exprimer et te dire quelque chose. Alors quel est ce quelque chose? Quel est ce message derrière que l'inconscient te transmet au travers des symptômes? Bah, en fait, tu vas te rendre compte si tu analyses tes symptômes et si tu analyses au moment où tu as ces symptômes, dans quelle situation, si tu enquêtes sur tout ça, tu vas te rendre compte que les symptômes ne sont pas créés au hasard. Euh, voilà, cette semaine par exemple, j'ai une cliente où elle avait des problèmes au niveau de la gorge, elle avait cette sensation d'étouffer, cette sensation, voilà, la boule dans la gorge. Et tout de suite, moi j'ai l'habitude, je lui dis, bah, écoute, ce symptôme c'est un message, c'est un langage, et symboliquement, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que l'inconscient, il fonctionne par la symbolique. Comme dans les rêves, c'est pas à prendre au premier sens du terme, mais par contre, c'est assez symbolique. Et là, dans le symptôme de la gorge, la signification des symptômes de la gorge, c'est un besoin de s'exprimer. Et, et quand elle m'avait parlé de ces symptômes, bah, je lui avais dit ça tout de suite. Je lui ai dit, il doit y avoir quelque chose que tu as besoin d'exprimer et qui a besoin de sortir. En plus, elle avait aussi des nausées. Et quand on a envie de vomir, pareil, symboliquement, quand on a envie de vomir, c'est qu'il y a quelque chose qui nous ronge de l'intérieur, que ce soit un aliment mal digéré ou un aliment voilà, qui a un souci périmé, et ben on a envie de vomir parce que physiquement, on enlève le mal qui est à l'intérieur du ventre, on vomit, on rejette le mal. Mais symboliquement, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on a des nausées comme symptôme d'anxiété, ça veut dire, enfin, c'est pas une science exacte, mais en tout cas, c'est une piste à explorer,
qu'il y a quelque chose en nous qui nous fait du mal et qu'on a besoin de faire sortir. Ça peut être des paroles à dire à quelqu'un, ou ça peut être un mal-être un plus profond, peut-être quelque chose qu'on n'a pas digéré par exemple. Donc tout ça pour dire que faut analyser les symptômes, il faut aller chercher la symbolique des symptômes, ce qui nous donne des pistes. Mais après aussi, je vous conseille de prendre des notes parce qu'on se rend compte que les symptômes, ils n'arrivent pas au hasard, ils n'arrivent pas à tout moment de la journée, par exemple, dans toute situation. Donc plus tu vas prendre des notes, plus tu vas comprendre à quel moment ça arrive, avec qui, dans quel contexte, à quoi tu pensais à ce moment-là, plus tu vas comprendre le message de l'inconscient et plus tu vas pouvoir travailler dessus, agir en conséquence, et c'est ça qui va te libérer. C'est vraiment ça le travail d'une thérapie pour moi, en tout cas dans le trouble anxieux généralisé, c'est de comprendre la signification des symptômes, qui est en fait un message, et c'est en comprenant ça qu'on va pouvoir savoir exactement sur quoi agir. Yes, je vois que c'est écrit boire de l'eau fraîche, ça aide aussi pour une crise d'angoisse. Ouais, effectivement, de l'eau bien froide, de l'eau glacée, ça fonctionne. Si tu mets des glaçons dedans, ça va être encore plus efficace. Ouais. Passer les mains dans l'eau froide ou mettre une poche de gel également. Tout à fait, Sabine. Le problème, c'est quand ça arrive au boulot. Si ça arrive au boulot, alors, si bien sûr ça arrive surtout au boulot, c'est que c'est une piste à explorer. Ça veut dire que tu as un problème avec le travail. Donc ça serait là-dessus qu'il faudrait orienter ton travail et ton énergie et ta réflexion. Plus tu vas creuser dans cette direction-là, il y a de grandes chances que plus tu vas avoir des réponses et que tu puisses avancer et changer les choses. Et là, j'en profite d'ailleurs pour dire, parce que je viens de parler de changer les choses. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un trouble d'anxiété et elles vont aller voir un hypnothérapeute, voir quelqu'un qui fait de l'EMDR, un magnétiseur, etc. En gros, ça veut dire, quand on fait ça, c'est qu'on ne prend pas notre pouvoir. C'est-à-dire qu'on va voir quelqu'un qui, on lui dit, voilà mon problème, sauve-moi. Et ça, c'est une posture qui ne fonctionne pas. Parce que si je parle d'agir, c'est justement parce que ça... Ouh, pardon, on m'a appelé en même temps. Si je parle d'agir, c'est parce qu'on a vraiment l'obligation de changer les choses dans notre vie. Ça fait vraiment partie du jeu. Le trouble anxieux généralisé est là aussi pour nous pousser dans l'action à changer les choses dans notre vie ou en tout cas dans notre manière de penser et de voir les choses. Il y a vraiment une question de transformation, que ce soit intérieure dans nos pensées, nos croyances, etc., ou extérieure dans notre vie, notre manière d'agir, notre manière de réagir aussi, de nous comporter. Parfois, les problèmes viennent de problèmes de couple, et c'est parce que la communication n'est pas bonne, par exemple. Donc si on transforme notre communication, on transforme notre couple, et donc on transforme notre intérieur, puisqu'on va être beaucoup plus apaisé et bien. Donc voilà, ça c'est super important à comprendre. Toutes les thérapies où tu n'as rien à faire, je te le dis clairement, tu perds ton temps parce que ça va t'aider sur quelques heures, quelques jours, peut-être quelques semaines, mais ça ne réglera pas le problème parce qu'il faut vraiment aller comprendre le message de l'inconscient. Quand tu comprends le message de l'inconscient, tu sais comment agir en conséquence. Et quand tu vas agir en conséquence, eh bien, c'est comme je disais tout à l'heure, si l'enfant fait ses devoirs, la maman arrête de crier. Eh bien, c'est pareil pour l'inconscient. Quand il va comprendre que tu as écouté son message et que tu as compris son message et que tu agis en conséquence, à ce moment-là, il va arrêter de créer des symptômes. Euh, Katia qui demande comment se reprogrammer définitivement pour arrêter d'imaginer le pire quand on ne peut pas contrôler la situation. Sur le moment. Ah, alors, c'est une bonne question ça, Katia. C'est vrai que quand on est pris dans nos émotions et que voilà, on est en train de tout le temps imaginer le pire, voir les pires scénarios, etc., c'est très compliqué parce qu'en fait, ça crée une boucle de rétroaction où ce qu'on pense, ça nous fait peur et ce qui nous fait peur, ça nous fait encore plus penser à la chose.
Je pense que là, la meilleure stratégie, ça va être vraiment d'écrire et de donner une porte de sortie à ton cerveau. Je m'explique. En fait, le cerveau, c'est un calculateur. Le cerveau, c'est un stratège. Et quand il y a un danger perçu, il va chercher une solution. Il va chercher une manière d'appréhender le problème pour soit le résoudre ou en tout cas s'y préparer au mieux. Donc quand tu imagines le pire, en fait, alors je sais que ça va être difficile parce que bah, toi je te connais, Katia, je sais que c'est en rapport avec la mort et c'est un des sujets les plus compliqués, mais le mieux à faire, mais même dans le sujet de la mort, ça va fonctionner, c'est que noter en fait quelles sont les solutions que tu peux faire maintenant pour te préparer au mieux. Puisque en fait, c'est ce qui est en train de faire ton cerveau. Il est en train de se préparer au pire. Donc en fait, l'idée, c'est de l'aider à ça en écrivant. Ce que tu pourrais le faire en réflexion intérieure, en pensant. Mais le mieux, je pense que c'est d'écrire, parce que quand tu écris, ça rend concret les choses. Ça met l'énergie dans la matière. Donc tu écris le problème, tu écris exactement le problème et en quoi c'est gênant pour toi, et vraiment tous les détails possibles et imaginables, tout ce qui te ronge par rapport à ça. Et ensuite, tu vas écrire toutes les solutions que tu as à ta disposition. Et je dis bien que tu as à ta disposition, parce qu'après, comme on dit dans le stoïcisme, ce que tu ne peux pas contrôler, tu peux rien y faire. Donc ça sert à rien de te prendre la tête par rapport à ça, tu pourras rien y faire. Par contre, tu peux écrire comment t'y préparer au mieux. Si c'est pour un rendez-vous, bah, tu écris toutes les manières de te préparer à ce rendez-vous. Si c'est quelque chose qui va faire mal, tu sais que ça va faire mal, mais que c'est inévitable, comme le décès d'une personne qui t'est chère, bah, réfléchis à toutes les manières que tu as d'y réagir bien, d'aider au mieux la personne, de t'aider au mieux toi, parce que l'idée c'est aussi de penser à soi-même aussi. Je rappelle que dans le trouble d'anxiété, en général, c'est des gens qui se sacrifient pour les autres et qui ne se mettent pas en priorité. Donc voilà, l'idée ça va être d'écrire, de noter toutes les solutions, toutes les manières de s'y préparer au mieux. Et si même possible, d'écrire derrière, quand tu as toutes les solutions, ben, quels sont les premiers pas, quelle va être la stratégie pour mettre en place ces solutions. Comme ça, en fait, ton cerveau, il aura tout un plan de bataille et tout un plan d'action par rapport à le problème, quelles sont les solutions et quelles sont les manières de les résoudre, en fait, de t'y préparer. Si tu fais ça, ça va vraiment faire du bien à ton cerveau. Et une fois que tu as fait ça, après, tu lâches l'affaire et tu fais autre chose. Donc après, je te conseille même d'aller dans quelque chose d'assez physique. Parce que quand on est dans le corps, on est moins dans l'esprit. Et du coup, ça va te permettre de décrocher plus facilement. Voilà, voilà. Je pense avoir répondu à ta question. Yes, la respiration. Comment faire passer les vertiges? Alors les vertiges, c'est un, c'est un- c'est un sujet qui me passionne parce que c'est assez complexe et je trouve ça super intéressant. Et en fait, les vertiges, ça revient au même de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un symptôme comme un autre, donc ça veut dire qu'il faut comprendre la symbolique, il faut comprendre le message derrière. Et quand je parle de symbolique, voilà, il y a il y a plusieurs manières de percevoir les vertiges. J'en parlais justement avec une cliente où pour elle les vertiges c'était ne pas avoir le contrôle de son corps. C'était ne pas être stable. Alors que moi, par exemple, si tu me parles de vertige, je vais penser à prendre de la hauteur. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'était arrivé dans ma vie personnelle, où j'avais le vertige, et c'est vrai que dans ma vie, je ne prenais pas assez de hauteur et je m'empêchais de décoller. Je m'empêchais ouais, de faire mon développement personnel, je m'empêchais de prendre de la hauteur dans le sens un meilleur métier, hum, améliorer mes relations personnelles, etc., etc. Voyager, tout ce qui me tient à cœur en fait. Donc là, pour les vertiges, en fait, il va falloir que tu comprennes quelles sont tes perceptions personnelles par rapport aux vertiges, et puis après agir en fonction de ça. Ça va être ça, c'est comme tous les symptômes hein, d'ailleurs. Ça,
C'est toujours le même principe où chaque symptôme est un indice qu'il faut suivre. Il faut enquêter pour suivre les indices et jusqu'à ce qu'on comprenne le message de fond et qu'on comprenne vraiment ce qui nous ronge de l'intérieur. Que faire quand ça arrive en conduisant? J'ai peur d'avoir un accident. Ben, clairement, si tu es en train de conduire et que tu as une crise d'angoisse, arrête-toi et fais une pause, quoi. Respire bien, lentement, profondément. Écoute un son qui te met du bien, qui te fait du bien. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je le conseille souvent dans la voiture. Si tu es dans ta voiture, voilà, tu es un peu limité, bah, ce que tu peux faire, c'est que tu te mets une musique que tu aimes et tu chantes. Parce que ça peut paraître bizarre, mais chanter, c'est un peu le langage de l'âme. Et ça nous met dans une bonne vibration. D'ailleurs, tu l'as sûrement déjà remarqué, quand tu es triste, tu écoutes de la musique triste, et quand tu es heureuse, tu écoutes de la musique heureuse. Et même si tu es heureuse, tu peux écouter une musique triste et ça va t'influencer négativement. Et à l'inverse, si tu es triste, si tu écoutes une chanson positive, à ce moment-là, ça pourrait t'aider. Donc je pense que ça serait le mieux à faire. Et puis après, tu peux appeler quelqu'un, si possible, qui te rassure, ou, etc. Mais voilà, même si je vais te rassurer, hein, ton inconscient, en fait, ton inconscient fonctionne par ordre de priorité. Et ta survie, c'est priorité numéro une. Donc du coup, si tu es en voiture, il va pas te faire faire un malaise où tu vas t'évanouir sur la route et risquer un accident. Donc tu n'auras pas de malaise en voiture. Parce que ton inconscient, c'est lui qui gère tout ça. Et comme je viens de te le dire, il va fonctionner par ordre de priorité et surtout pour ta survie. Donc tu ne risques rien, mais bon, pour, ne, pour vraiment prendre toutes les chances de ton côté, je te conseille quand même, si vraiment tu sens que ça s'emballe et que ça soit vraiment difficile à supporter, mets-toi sur le côté, hein, mets tes warnings et attends que ça passe. Vaut mieux être en retard au travail et être en sécurité que vouloir à tout prix forcer et risquer un accident, ça serait dommage. Euh, Comment on peut trouver la cause? Bah, c'est ce que je viens d'expliquer du coup. Trouver la cause, ça va être d'observer le langage de l'inconscient. Ça va être d'observer tes symptômes, d'observer comment ça se passe pour toi, à quel moment, quand, avec qui, dans quel contexte, d'observer tes émotions, d'observer tes pensées automatiques. C'est un vrai travail sur soi. Il faut comprendre que quand on est dans un trouble anxieux, c'est pas juste un petit bobo qui se guérit en 2 secondes. Il y a un vrai travail à faire derrière. Et, et voilà, il va falloir enquêter sur toi-même, faire un travail sur toi et changer certaines choses dans ta vie. Si t'es pas prête à ça, clairement, tu n'arriveras pas à te libérer d'un trouble anxieux. Donc voilà, après si tu n'y arrives pas toute seule, sache que j'ai créé la communauté des anxieux joyeux vraiment pour ça, où je vous apprends comment fonctionne l'inconscient, comment il s'exprime et comment aller enquêter dessus pour justement comprendre tes symptômes, etc. Je propose deux coachings de groupe par mois pour vous aider, où vous pouvez me poser vos questions comme on est en train de faire ici. Et à côté de ça, j'ai créé des cours en ligne où petit à petit je vous apprends comment fonctionne tout l'inconscient, l'anxiété, etc., etc., les pièges à éviter aussi, avec plein de techniques que je vous donne à côté pour s'apaiser. J'ai plus de 100 techniques, je crois même que je dois pas être loin de 200 techniques pour t'apaiser, donc n'hésite pas, hein, si tu n'y arrives pas toute seule, c'est seulement 17 euros par mois, la communauté des anxieux joyeux, donc t'es la bienvenue. Salut Néné. Ah ouais, pardon pour... ouais, c'est parce qu'en fait j'ai eu un souci technique, du coup j'ai dû relancer le live, donc je m'excuse pour ça. Il y a Florence qui parle d'hypnose pour les phobies, mais ça n'a pas fonctionné. En fait, il faut comprendre que quand on a une phobie, par exemple des araignées, c'est souvent parce qu'on a vécu quelque chose dans notre enfance qui nous a fait peur des araignées, et en fait cette peur, elle n'a pas été surmontée, du coup ça s'est un peu développé à l'intérieur de toi jusqu'à ce que ça devienne une phobie.
À moins que ça ait été quelque chose de très traumatisant et du coup ça s'est fait presque en une fraction de seconde, ta phobie. Quand tu fais de l'hypnose pour quelque chose de simple comme ça, ça fonctionne. Mais quand on fait de l'hypnose pour un trouble anxieux généralisé, ça fonctionne pas. Et c'est un passionné d'hypnose qui te parle. J'adore l'hypnose, mais en fait, si tu fais de l'hypnose pour un trouble anxieux généralisé, c'est comme si tu demandais à l'hypnothérapeute qui va demander à l'inconscient arrête de créer des symptômes. Mais si l'inconscient a créé des symptômes, c'est pour une bonne raison. Donc c'est pour ça que ça fonctionne pas en fait. Et c'est pareil pour le MDR ou toutes les choses comme ça, la sophrologie et tout, parce qu'en fait, le MDR, la sophrologie, etc., en fait, c'est des dérivés de l'hypnose. C'est un peu comme les enfants de l'hypnose, si tu préfères, ça utilise une partie de l'hypnose et ils l'ont compartimenté en fait. Enfin bref, je vais pas en aller dans les détails, mais en gros, c'est pour ça que ça fonctionne pas en fait. Ça va t'aider un moment, mais tant que l'inconscient, il n'est pas certain que tu as compris le message et que tu agis en conséquence et que tu prennes soin de toi et que tu vas régler tes problèmes, l'inconscient, il va continuer à t'envoyer des symptômes. C'est obligé en fait. Même si bah, ça va mieux pendant 1 an, 2 ans, 3 ans parce que tu as pris voilà les médicaments, tu es dosé comme un cheval et que ça met comme une muselière à l'inconscient, mais ça finira par revenir parce qu'au bout d'un moment, même si le traitement médicamenteux il fonctionne, en fait, comme toute substance sur Terre, l'être humain il s'habitue à tout. Donc du coup, au bout d'un moment, le traitement fait moins effet et les symptômes reviennent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, ils pensent qu'ils vont guérir grâce à un traitement, mais en fait le traitement ça guérit rien du tout. Tout comme l'hypnose ne guérit pas d'un trouble anxieux généralisé. D'ailleurs, moi, les personnes que j'accompagne, je fais très peu d'hypnose maintenant. J'utilise seulement l'hypnose pour renforcer le travail qu'on a fait en conscience ou alors pour aller chercher des informations que tu n'as pas consciemment. Parce que parfois on a besoin d'informations pour comprendre le message, voilà, ça peut être utile par rapport à ça. Je vois pas tous vos commentaires, je vais aller regarder. Ah, ça y est. Alors je sais pas, peut-être que je loupe certains messages, n'hésitez pas à les renvoyer si j'ai pas répondu à la question. Pareil, je jure, trop peur de vomir. Ouais, la peur de l'hémétophobie, la peur de vomir, c'est un symptôme qui revient souvent dans les troubles anxieux. Alors, petit conseil, en général, c'est parce qu'on a peur du regard des gens. C'est si- Parce que quand on vomit, c'est un peu la honte. Donc, enfin, en tout cas, c'est perçu comme tel. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais de mon expérience professionnelle, je, je te conseille d'aller dans ce sens-là, de continuer à creuser, à enquêter de ce sens-là. Alors du kiné, pareil, hein, du kiné, ça va aider, mais alors je sais pas si tu parles de kinésithérapeute ou kinésiologie, mais l'un comme l'autre, ça va t'aider pendant un moment, mais ça va sûrement pas régler le problème, parce que ça agit sur une partie extérieure de toi-même, que ce soit l'énergétique ou le corps, mais le problème il est psychologique, il est à l'intérieur. Donc tant que tu travailles sur l'extérieur, ça va peut-être t'apaiser un moment, mais c'est comme si tu avais une fuite d'eau et que tu prends l'extérieur, tu nettoies le sol, tu éponges l'eau qu'il y a par terre, mais tant que tu n'as pas colmaté la fuite, ça va toujours continuer à fuir. Et c'est pareil pour les symptômes. Il faut aller à la racine du problème en fait. Et les symptômes te donnent des indices pour aller trouver la racine du problème. Euh, ouais, les métophobies, c'est assez classique, hein. Deuxième question de Katia. Comment réussir à accepter ce qui est concrètement? Si l'acceptation de ce qui est égale plus de peur, égale plus de lutte, égale plus de souffrance, mais en pratique c'est un peu plus complexe quand le naturel d'anticipation revient au galop. Je vais relire parce que j'ai pas tout compris. Ah,
si je comprends ce que tu veux dire, ouais, parce que c'est une conversation qu'on a déjà eue. Après, Katia, voilà, comme je connais bien ton cas, ça va être très particulier. Et bah, ça pourra peut-être aider quelqu'un, mais en gros, je pense que tu focalises. C'est comme, moi j'appelle ça le tricks du magicien. En fait, je pense que tu regardes à gauche pour pas voir ce qu'il y a à droite. Je m'explique. C'est-à-dire que ça, c'est l'ego, hein. L'ego, en fait, il est là pour nous protéger. Il veut absolument pas qu'on souffre. Donc, du coup, l'ego, ce qu'il fait, c'est qu'il nous empêche de voir la réalité en face. Il nous empêche de voir ce qui nous fait mal. Il préfère nous faire regarder ailleurs. Euh, du coup, quand tu peux pas accepter ce qui est, il y a deux solutions en fait. C'est soit t'as pas assez réfléchi en profondeur au problème, à ce qui te touche réellement, et du coup t'as pas agi là-dessus, t'as pas agi sur la racine du problème, donc du coup l'inconscient il continue à t'envoyer des symptômes, donc des ruminations, des pensées automatiques, des émotions, etc. Ou alors c'est le trick du magicien, c'est qu'en fait tu inconsciemment, hein, tu t'en rends pas compte consciemment, mais inconsciemment tu vas préférer regarder à gauche, genre j'ai peur de la mort, alors qu'en fait, ton problème, c'est peut-être ton travail, ta famille, ton couple, ou je sais pas quoi. C'est autre chose. C'est-à-dire que c'est ton ego, en fait, qui te fait regarder ailleurs pour ne pas que tu... Parce que tu n'as pas envie d'accepter, t'es pas prête aujourd'hui à accepter ce qui te fait réellement mal, ce que tu dois réellement changer. Après, je ne peux pas savoir pour toi quelle est la réponse à cette question, mais voilà, il y a deux hypothèses, et bah, je te conseille de creuser ces deux hypothèses, en fait, tout simplement. Alors, Sylvie nous demande comment faire quand on a peur de sortir. Alors, ok. Pareil, toujours la même chose. D'abord, il faut comprendre tes perceptions. Qu'est-ce qui t'empêche de sortir? Qu'est-ce qui te bloque et qui t'empêche de sortir? Quand tu vas aller creuser tout ça, et là, je te conseille, je l'avais préparé dans les slides, je te conseille de faire les 5 pourquoi. C'est la technique des 5 pourquoi où tu vas te demander pourquoi j'ai peur de sortir. Premier pourquoi. Là, au fait, c'est les premières réponses qui te viennent en tête, hein, c'est celles-ci les meilleures. On va dire que voilà, la première pensée qui te vient, c'est j'ai peur de sortir parce que j'ai peur de faire un malaise. Deuxième pourquoi. Pourquoi j'ai peur de faire un malaise? Ben parce que j'ai peur de me blesser et de finir à l'hôpital. Troisième pourquoi. Pourquoi tu as peur de te blesser et d'aller à l'hôpital? Puisqu'en fait, ils sont là pour t'aider. Ben, j'ai peur d'aller à l'hôpital parce que mon oncle il est décédé à l'hôpital alors il est venu pour une hernie discale et il n'est jamais ressorti de l'hôpital par exemple. C'est des choses qui peuvent arriver. Enfin, pas forcément pour l'hernie discale, hein, je ne veux pas vous faire peur, hein. C'était juste un exemple au hasard. Euh, Tu vois, quand tu fais ces 5 pourquoi-là, que tu vas commencer à creuser de cette manière-là, en fait, tu te rends compte que le problème, c'est pas de sortir, c'est pas de faire un malaise, c'est que tu as peur de l'hôpital. Dans ce cas-là, c'est ça qu'il va falloir que tu ailles travailler en thérapie, ou alors si tu veux le faire toute seule, fais-le toute seule. Mais en gros, c'est ça, c'est cette peur-là, et c'est ces croyances limitantes que tu as à l'intérieur de toi qu'il va falloir travailler et transformer. C'est c'est pour ça que je vous dis toujours, en fait, à chaque fois que je demande pourquoi tu as de l'anxiété, c'est quoi le problème aux personnes que j'accompagne, 99% d'entre elles ne savent pas le vrai problème. Elles pensent toujours à des choses, c'est la pointe émergée de l'iceberg. Mais en réalité, il faut creuser, il faut aller voir en dessous, au plus profond de nous-mêmes, ce qui nous ronge vraiment à la source, quoi. Et c'est toujours quelque chose qui est en rapport avec ton identité, tes valeurs, tes croyances personnelles ou sur les croyances sur ton environnement proche, j'ai envie de dire. Comme ta famille, tes amis, ton travail, si ton travail est important pour toi. C'est toujours dans cette sphère-là, en fait. Si ta réponse, elle n'est pas dans cette sphère-là, c'est que tu es trop en surface. C'est du blabla pipeau, en fait. Tu perds ton temps. Il faut creuser, creuser, creuser. Euh,
Le pire, c'est les proches qui connaissent pas et nous en veulent. Ouais, ça, c'est vrai ce que dit Isabelle, c'est que comme les troubles d'anxiété, c'est quelque chose qui n'est pas expliqué à l'école, qui n'est pas partagé sur les réseaux spécialement, enfin un peu plus aujourd'hui, mais voilà, c'est pas quelque chose où à la 6, à la télé, on n'a pas des reportages là-dessus, quoi. Et c'est pas leur but, à mon avis d'ailleurs. Petite parenthèse. Et c'est vrai, en fait, c'est difficile parce que du coup, ça nous fait culpabiliser, et on n'a pas envie de montrer nos faiblesses, on n'a pas envie de gêner les autres, on n'a pas envie de les embêter, et du coup, c'est vrai que ça crée de la culpabilité, et en plus, pas de bol parce que la colère, la culpabilité et la tristesse, c'est les trois ennemis, les trois grands ennemis du bonheur, et en gros, c'est les trois grands alliés de l'anxiété. Donc, franchement, c'est facile à dire, je le sais, mais essaye de ne pas culpabiliser par rapport à ça, parce que c'est pas de ta faute. C'est-à-dire que si on t'avait appris comment gère le cerveau, enfin comment gérer le cerveau, si on t'avait appris le rôle de l'inconscient, et le langage de l'inconscient, comment aller chercher les blessures émotionnelles, comment les transformer, etc. Si on apprenait ça à l'école, ben en fait, le monde se porterait bien mieux, il n'y aurait pas tous ces millions de personnes qui souffrent d'anxiété. Il y a plus de 100 millions de personnes en 2024 qui ont été atteintes d'un trouble anxieux, par exemple. Donc, tu vois, je veux dire, c'est 3% de la population et 5,7 chez les. Enfin, 3%, c'est 3,5 à peu près pour cent de la population adulte en France. Et plus, ça doit être 5,7, je crois, chez les enfants, enfin chez les ados. Donc, faut pas culpabiliser par rapport à ça. Ça peut toucher n'importe qui et je suis bien placé pour le savoir. Voilà, j'accompagne tous les jours des personnes qui souffrent de troubles d'anxiété et franchement, ça touche n'importe qui, hein, dans n'importe quelle branche de métier. Des gens très intelligents, des gens moins intelligents, ça touche tout le monde en fait. Donc, faut pas culpabiliser. L'important, c'est de faire de son mieux et puis de travailler là-dessus. Si tu fais de ton mieux et que tu fais tout pour t'en sortir, franchement, j'ai même envie de te dire bravo, tu vois, parce que si tes proches, ils avaient le quart de la souffrance que tu ressens, ils oseraient même pas te reprocher quoi que ce soit. Ils te diraient bravo, franchement, respect, viens, je te fais un câlin, parce que tu as du courage, quoi. Si les gens savaient ce que ça crée comme souffrance, ils critiqueraient pas, quoi, clairement. Donc voilà, ne culpabilise pas, ça sert à rien, tu vas te faire plus de mal qu'autre chose. Je vois, c'est bien, ça discute dans dans le chat, c'est cool. C'est le but aussi, un de ces groupes que j'ai créés, c'est qu'on soit un peu comme une grande famille, quoi, qu'on puisse s'entraider, s'apporter de l'aide et tout, parce que les groupes Facebook, c'est tellement anxiogène, j'en peux plus, quoi. Même moi, des fois, pourtant je suis bien, hein, je suis solide, hein, mais des fois, j'en lis un 2 3 4 5 waouh. Je me dis, oh, je vais faire une pause parce que je commence à avoir des pensées cheloues, c'est pas bon, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai créé la communauté des anxieux joyeux. J'en profite pour faire un petit coup de pub, mais si j'ai créé cette communauté, c'est aussi parce que dans cette plateforme, on peut choisir les thèmes de discussion. Ce qui fait que contrairement à Facebook, voilà, il y a des gens qui ont besoin de parler de leur souffrance. Bah, j'ai créé un thème de discussion sur les symptômes ou aussi sur les traitements médicamenteux, par exemple. Comme ça, en fait, ça te permet de sélectionner la conversation. Si tu veux parler de choses positives, bah, tu vas dans les thèmes positifs. Si tu veux parler de tes symptômes, tu vas dans le thème symptômes. Si tu veux te parler de tes médicaments et quel traitement, voilà, des conseils là-dessus, etc., bah, tu as une section spécialisée là-dessus. C'est super intéressant pour ça. Ça permet d'enlever le côté anxiogène, quoi, des groupes Facebook, parce que c'est vrai que c'est chaud des fois. Salut Gigi, pas de souci pour le retard. De toute façon, moi aussi j'étais en retard, j'ai eu un souci technique, donc du coup je vais pousser jusqu'à 10h20. Comme ça, voilà, vous n'avez pas perdu de temps. Enfin, en tout cas, j'aurais rattrapé le temps perdu. Ah, est-ce que quelqu'un a déjà vomi à cause de l'anxiété? Moi, perso, non. Et c'est très rare. J'ai rarement vu des personnes vomir à cause de l'anxiété.
Ouais, exactement, Katia. C'est vrai que les traitements, voilà, j'ai rien contre les traitements, hein, qu'on soit clair. Il y a des personnes qui souffrent tellement et qui, en plus, elles ont des obligations. Voilà, faut s'occuper des bébés ou des choses comme ça. Bah, clairement, prendre un antidépresseur, ça peut aider dans ces cas-là. C'est une béquille, en fait. Moi, je dis toujours, j'ai pas le droit de vous dire d'en prendre ou pas en prendre. Je suis pas médecin, c'est pas mon rôle. Mais mon conseil, mon point de vue personnel, c'est que si tu peux faire sans traitement, fais sans traitement. Va travailler la cause psychologique, soit toi-même, soit avec un professionnel, mais travaille la cause psychologique. Et si vraiment c'est pas possible pour toi et que tu vois que tu n'y arrives pas, malgré tout ça, dans ce cas-là, prends un traitement. Au moins, tu as ta béquille, ça va te permettre, comme elle dit Katia, de prendre du recul et de diminuer un peu le côté chimique du corps qui est en alerte. Et ça peut aider, hein, c'est clair. Là, je vois Serena, tu vois, tout à l'heure, quand je disais, les symptômes sont des indices, sont des pistes à suivre. Là, je vois que tu as écrit que tu fais des crises où tu vomis pendant 2 à 4 heures. Clairement, il y a quelque chose qui passe pas en toi. Enfin, je peux pas le certifier à 100%. Mais crois-moi qu'avec l'expérience que j'ai, ça fait 6 ans à peu près là que je suis spécialisé dans les troubles d'anxiété. Euh, c'est toujours, quand tu as ce genre de symptômes et que c'est récurrent, c'est pas pour rien. L'inconscient ne fait rien au hasard. Donc si ton symptôme principal c'est de vomir, c'est qu'il y a certainement quelque chose en toi que tu as du mal à digérer et qui a besoin de sortir en fait. C'est symbolique après, il faut aller creuser par rapport à ça. Alors il y a Marianne qui me demande pour la kinésiologie. Bah, en fait, j'y ai répondu tout à l'heure, Marianne. Pour moi, la kinésiologie, le magnétisme, le reiki, même l'hypnose, hein, c'est c'est tout des choses qui peuvent apporter un plus. Mais franchement, j'ai envie de dire, tu perds ton temps et ton argent parce que tu vas faire quelque chose qui va t'aider, qui va peut-être te soulager quelques heures ou au mieux quelques jours. Mais du coup, tu as dépensé une certaine somme d'argent là-dedans pour quelque chose qui est éphémère. Alors, vaut mieux que tu prennes ton argent et que tu fasses une bonne psychothérapie et que tu fasses ta thérapie, que tu ailles chercher le problème à la racine, comme j'explique depuis tout à l'heure, que tu comprennes le message de l'inconscient et que tu puisses agir par rapport à ça. Et ça va te libérer en quelques semaines. Donc, ça veut dire qu'il vaut mieux mettre ton temps, ton énergie et ton argent dans quelque chose qui va fonctionner que dans quelque chose qui va t'aider pendant quelques. Enfin, voilà, pas longtemps, quoi, clairement. La kinésiologie, franchement, je crois en la kinésiologie. En plus, j'ai déjà testé. Moi, j'avais une amie qui en faisait, donc j'ai déjà testé. Je trouve ça très intéressant. Mais pour un trouble anxieux, c'est bidon. Faut dire ce qui est. Enfin, c'est pas que c'est bidon dans le sens c'est nul. C'est que c'est dans le sens c'est. Ça a aucune puissance, quoi. C'est c'est pas ça qui va te sortir d'un trouble anxieux généralisé, c'est clair. C'est tes actions. C'est vaut mieux que tu agisses que tu fasses ça. T'as pas peur du regard des gens si tu vomis, t'es tellement habitué. Alors c'est que c'est pas ça, c'est que c'est pas cette bonne piste, c'est pas une bonne piste, bah voilà, va chercher d'autres pistes et explore-les. La phobie de la mort. La phobie de la mort, c'est plus complexe dans le sens où ça dépend. Si tu as eu un traumatisme ou tu as été confronté à la mort, voilà, comme certains qui ont connu la guerre, ou si tu as vu plusieurs personnes mourir devant toi dans des circonstances très traumatisantes, voilà. Moi, j'ai déjà eu des personnes que j'accompagnais où elles ont déjà vu leur mère se pendre ou des choses comme ça. Si c'est ce genre de. Si tu as peur de la mort par rapport à un événement comme ça, là, je te conseille le MDR, l'hypnose, te désensibiliser par rapport à ça. C'est les rares cas où, dans le trouble anxieux, il y a une seule cause qui va créer tous les symptômes. Mais c'est très très rare. C'est quand on a un gros accident ou quand on est confronté justement à des scènes très horribles de la vie. Mais c'est très rare.
Souvent, c'est des choses qui sont s'imbriquées l'une dans l'autre avec plusieurs problèmes qui vont s'engrainer, etc., etc. Donc, si c'est pas le cas, dans ce cas-là, la peur de la mort, ça cache autre chose. Et en général, de mon expérience, la peur de la mort, c'est aussi la peur de la vie. Parce qu'en fait, la vie et la mort, c'est deux facettes de la même pièce. Ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que les gens qui ont peur de la mort, souvent, c'est des gens qui ne vivent pas la vie qu'ils rêveraient d'avoir. Ils s'empêchent d'être épanouis à 100% pour diverses raisons, divers blocages inconscients qu'il va falloir que tu ailles découvrir. Et comme ils s'empêchent de vivre leur vie, bah, en fait, ils ne sont pas prêts à mourir. Puisque comment on peut être prêt à mourir si on n'est pas satisfait de la vie qu'on a menée? Alors, je ne sais pas si tu as déjà lu des bouquins là-dessus, mais c'est vrai que quand on observe les gens qui sont sur le point de mourir, en fait, souvent, ils vont dire le plus dur, c'est les regrets. Si tu regrettes de ne pas avoir pas avoir dit je t'aime aux personnes que tu aimes, que tu vois, si tu rêvais de voyager, de découvrir le monde, mais tu l'as pas fait parce que tu as eu peur et que tu n'as pas osé franchir tes peurs, etc. Bah, en fait, tes regrets, ça va être le plus difficile. C'est ce qui nous empêche d'accepter la mort dans la plus grande, dans la majeure partie. Donc du coup, il faut travailler là-dessus. En fait, il faut travailler quels sont tes rêves, quelles sont tes aspirations, qu'est-ce que tu voudrais accomplir dans ta vie pour que tu sois satisfaite de ta vie et que tu puisses accepter plus facilement la mort. Moi, c'est un travail que je fais en général qui fonctionne très bien avec les personnes qui ont peur de la mort. Après, la troisième solution, comme je disais tout à l'heure à Katia, après, ça peut être aussi parfois on a peur de la mort parce qu'en fait, c'est un subterfuge de l'ego où la mort, on peut rien y faire. Donc l'ego, il t'envoie sur la peur de la mort, comme ça en fait, tu vois pas, tu regardes pas les vrais problèmes. C'est un peu le même principe. On a tous remarqué des gens, ils vont toujours critiquer tout le monde. Ils s'occupent toujours des problèmes des autres, mais ils s'occupent pas de leurs propres problèmes. Ben, c'est un peu le même principe. Il y a toujours cette possibilité où la peur de la mort, c'est je regarde la mort et j'ai peur de la mort. Comme ça, en fait, c'est un truc qui, de toute façon, c'est sans fin puisqu'on peut rien y faire. Comme ça nous évite de regarder les vrais problèmes qu'on a ici et maintenant dans notre vie, dans le concret. Ça, c'est la troisième possibilité. Donc voilà, je pense avoir répondu à ta question. Tac, j'ai après le célibataire, l'erreur médicale, peur de ce qui est médical. Ouais, la peur du médical après une erreur médicale, c'est assez classique, hein, ça, ça arrive malheureusement. Dans ce cas-là, il va falloir que tu travailles sur tes perceptions du médical et puis que tu équilibres la balance entre le positif et le négatif. Parce que le corps médical, oui, il fait des erreurs, mais les erreurs, elles sont minimes à côté de tout ce qu'il apporte. Il faut que tu ailles travailler là-dessus. Soigner le microbiote pour aller mieux, Florence, elle a écrit, elle a posé la question. Effectivement, plus le temps passe, plus on étudie l'être humain, plus on se rend compte que la nourriture et l'alimentation, ça joue quand même sur nos humeurs, sur notre manière d'être intérieure, etc. Donc oui, effectivement, soigner le microbiote, ça aide, hein. Déjà, si tu limites le sucre et voire tu ne manges plus de sucre, déjà tes pics émotionnels vont vraiment se lisser. Tu auras beaucoup moins de courbes émotionnelles fortes, de pics émotionnels forts. Parce que quand on a faim, on est irascible. Quand on a faim, on perd patience. Quand on a faim, on manque d'énergie. Et comme l'inconscient, lui, il a beaucoup de choses à gérer, comme les fonctions du corps, comme la mémoire, comme voilà, prévoir certaines choses, mais aussi il doit gérer la gestion du stress quotidien. Bah, si tu manques d'énergie parce que tu as faim, bah, du coup, l'inconscient, il a moins d'énergie pour gérer le stress. Donc, tu es plus à même d'avoir du stress, tu es plus à même d'avoir des symptômes. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les femmes, pendant leur période de règles, elles ont plus de mal. Parce que du coup, gérer les règles, ça fait plus de travail pour l'inconscient, donc moins d'énergie pour gérer le stress, donc plus de symptômes. Alors je vois, il y a Fatih qui dit les douleurs musculaires c'est le plus dur pour moi, que faire? En fait,
c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que le corps, c'est l'extérieur. Et tes problèmes de corps sont générés, la source du problème, elle vient de l'intérieur. Elle vient de ta psychologie. Elle vient de ta manière de percevoir les choses, de réfléchir, de comprendre, de tes croyances et aussi, peut-être aussi de ton identité. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler parce que si tu as des douleurs musculaires, c'est parce que tu es contracté. Si tu es contracté, c'est parce que tu es stressé. Et si tu es stressé, c'est parce que tu as quelque chose à l'intérieur de toi qui te consume de l'intérieur. Donc, si tu t'apaises, enfin, c'est pas ça que je devrais dire, c'est si tu résous tes problèmes intérieurs psychologiques, bah en fait, tu seras beaucoup plus détendu intérieurement dans tes humeurs, tes émotions, tes pensées. Et comme le corps, c'est la conséquence de notre intérieur, du coup, ton corps va être beaucoup plus détendu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le kiné, ça sert pas à grand chose parce que si tu as mal à la mâchoire ou si au niveau du cou, tu es contracté, voilà, les lombaires, etc., c'est parce que tu es stressé. Donc tu peux aller voir le kiné toutes les 3 semaines, tu seras toujours stressé puisque tu n'as pas résolu le problème à l'intérieur de toi. Donc la réponse à ta question, que faire? Bah, c'est travailler sur la cause psychologique et après le reste va découler. C'est comme une mauvaise herbe. Si tu mets du désherbant et que les racines elles sont atteintes, après toutes les feuilles, les branches, elles meurent d'elles-mêmes, elles vont disparaître. Parce que ce n'est que la conséquence des racines. Et c'est la même chose pour les symptômes physiques. Quand tu fais de la tachycardie ou, ou n'importe quel symptôme d'anxiété, en fait, c'est une manifestation extérieure d'un problème intérieur. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il faut travailler l'intérieur. C'est ça. Travailler l'extérieur, ça va t'aider pendant quelques heures, quelques jours, au mieux quelques semaines. Mais en fait, la racine du problème, elle est pas gérée. Donc ça ne fonctionnera pas. Je suis en train de lire le message de Katia. Alors, je me suis trompé parce que comme je la connais, je suis parti en erreur. Euh, Ah, juste pour accepter ses émotions et moins résister. Bah, je pense que quand tu comprends profondément que tes émotions, c'est un message, au lieu d'y résister, en fait, tu cherches à les écouter. Si, si je reprends mon exemple, bah, c'est un peu tiré par les cheveux, mais si tu engueules ton enfant et qu'il t'écoute pas, tu vas continuer à crier de plus en plus fort et à être de plus en plus violente. Mais si ton enfant il t'écoute, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas réagir? Bah, tu vas t'adoucir et tu vas arrêter de crier et le problème va s'arrêter. Si ton enfant, tu lui demandes de ranger sa chambre et qu'il range sa chambre, bah, il arrête. Donc pour répondre à ta question, pour accepter les émotions, etc., en fait, je pense que le mieux à faire dans un premier temps, c'est d'avoir conscience que c'est pour ton bien, que c'est une réaction qui te permet de te comprendre, d'améliorer les choses à l'intérieur de toi pour qu'après, à l'extérieur, ça s'améliore. Ça, c'est la première chose à faire. Après, il y a aussi ce côté. Après, je m'induis peut-être en erreur parce que je te connais, mais euh, la peur d'être faible, la peur de gêner les autres, la peur de. Souvent, en fait, on résiste au fait d'être mal parce qu'on n'a pas envie d'être perçu par ceux qu'on aime ou voilà, on est en bad mood, on n'est pas bien, on est voilà, dans notre coin, on n'est pas de bonne humeur, etc., etc. Alors que dans le fond, on voudrait être de bonne humeur, rigolo, etc., faire du bien aux autres, parce qu'on est toujours tourné sur les autres, mais pas sur soi-même. Donc la deuxième chose, ça serait aussi d'accepter d'aller mal, parce que on a le droit d'aller mal, en fait, tout simplement. Je veux dire, ça fait partie de l'être humain. Il y a des moments où on va bien, il y a des moments où on va mal. Et le fait d'aller mal, c'est ok, dans le sens où le fait d'aller mal, ça fait partie du processus. C'est comme dans tout dans la nature. Il faut absolument qu'il y ait un hiver pour qu'il y ait un printemps et pour qu'il y ait un été. Donc ça sert à rien de résister contre l'hiver, parce que accepter l'hiver, c'est aussi accepter le printemps et l'été. J'espère avoir répondu à ta question cette fois.
Aujourd'hui, j'ai pu faire 2 magasins, boucherie puis autre, mais impossible de rester. Quand les symptômes arrivent, je suis tétanisé, je ressors vite après une pareille. Bah, déjà, c'est une victoire en soi, puisque déjà, tu as pu faire 2 magasins. En fait, pour les personnes qui n'arrivent pas trop à sortir, faire les magasins, etc., il y a deux choses. Il y a une, comme je vous dis depuis le début, il y a le message de l'inconscient, il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, qui est plus profond que ce que vous imaginez. Et ça, il va falloir que vous compreniez ce que c'est et que vous travaillez là-dessus. Et après, il y a l'autre facette aussi, c'est l'exposition. C'est-à-dire que là, par exemple, tu as pu aller dans 2 magasins, ça veut dire que tu as pu t'exposer aux problèmes, à tes peurs, et c'est très bien. C'est une victoire en soi. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est si tu arrives à tenir, par exemple, là, 10 minutes dans chaque magasin, eh ben, faites ça, voilà, vraiment célèbre-le parce que c'est une belle victoire. Et si tu ne célèbres pas tes victoires, tu, ton cerveau, il va focaliser sur le mal et il va t'aider. Parce qu'en fait, il faut comprendre que l'inconscient, plus tu lui dis quelque chose, plus il pense que c'est ça que tu veux. Donc si tu es toujours en train de penser, ah, fais chier, j'étais au magasin et j'étais pas bien et tout, bah, en fait, ton inconscient, il va se dire, ah, ce qu'elle veut, c'est d'être mal dans un magasin. Alors que si tu célèbres tes victoires en disant, c'est trop cool, j'ai réussi à tenir 10 minutes, alors que d'habitude, j'en tiens que 5, ou alors d'habitude, j'arrive même pas à y aller du tout, là, tu es en train de programmer ton cerveau sur c'est ça qu'elle veut. Elle veut rester le plus longtemps possible dans le magasin. Donc, du coup, par rapport à cet aspect-là, ce que je te conseille, c'est voilà, tu vas aller une fois, 2 fois, 3 fois 10 minutes, et la prochaine fois, tu vas essayer de tenir 11 minutes. Et ce sera une victoire en soi. Et puis après, petit à petit, tu vas pouvoir augmenter le temps que tu seras capable de rester dans le magasin parce que tu vas te faire de plus en plus confiance, tu vas augmenter ton estime de soi, ta confiance, etc. Et ça va créer un cercle vertueux. Voilà, voilà. Je vois qu'il est 10h20, donc je vais pas trop tarder. Je vais regarder s'il reste des questions avant de clôturer. Il faudrait que chaque personne vive au moins une crise d'angoisse dans leur vie. Mais tu sais, alors je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est à peu près un tiers de la population mondiale qui va vivre des angoisses au moins une fois dans sa vie. T'as au moins une personne sur trois, donc déjà, c'est déjà pas mal. Il y a Amandine, ouais, tu dis tu viens plus trop sur Facebook à cause de ça. Ben, je t'invite à venir dans ma communauté des anxieux joyeux. C'est seulement 17 € par mois et tu auras la possibilité de choisir les discussions sur lesquelles tu veux. On fera des coachings 2 fois par mois, comme là je suis en train de faire exactement pareil. Bon, ce sera plus ce sera en visio, et donc tu pourras poser directement tes questions, ce ne sera pas par message. Enfin, quoi que tu peux écrire par message aussi si tu ne veux pas te montrer en visio. Mais voilà, je t'invite vraiment à nous rejoindre, ça pourrait t'aider. Le souci c'est de pouvoir arrêter les médocs, les médecins ne nous aident pas. Ah bah ouais, mais faut comprendre que les médecins, il y a un conflit d'intérêts en fait, parce que quand tu regardes les médecins ou les psychiatres, en fait, ils sont en bisbille avec les produits pharmaceutiques. Ça veut dire que, et moi on me l'a déjà dit, hein, des médecins m'ont déjà dit, en fait, ils sont même démarchés par les producteurs de médicaments, etc. Donc, en fait, c'est toute une machinerie sur les médicaments qui fait fonctionner le monde, hein. C'est des milliards qui sont en jeu derrière. Les médecins, ils font pas ce qu'ils veulent. Et les médecins, ils te donnent pas les médicaments qu'ils veulent d'ailleurs. Ils sont influencés par Big Pharma quelque part. Donc, ils sont pas prêts de t'aider par rapport à ça, hein, je te le dis. Bah, Fatih, pour le stress chronique, bah, c'est un peu tout ce que je viens de dire dans le live, hein. Là, si je vais me répéter, en fait, si je réponds à ta question, quand tu as du stress chronique, c'est qu'il y a quelque chose qui te ronge de l'intérieur. Après, quand on parle de stress chronique, moi tout de suite, je vais penser à l'estime de soi. Quelqu'un qui a confiance qui a une bonne estime d'elle-même et qui a confiance en elle, parce que c'est deux choses différentes, hein. L'estime de soi, c'est la perception de sa valeur, et la confiance en soi, bah, c'est confiance par rapport à quoi? Est-ce que tu as confiance en toi par rapport au travail? Est-ce que tu as confiance en toi en tant que maman, en tant que femme, dans la rue? C'est pas pareil. L'estime de soi, c'est la valeur que tu te donnes. Donc en fait, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Si tu as du stress chronique, c'est que
tu as une faible estime de toi, certainement, et dans certains domaines, tu ne dois pas avoir confiance en toi non plus. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et quand on travaille l'intérieur, l'extérieur change, puisque c'est l'intérieur qui crée l'extérieur. Dormir avant minuit, ouais, c'est clair. Plus on prend le cycle du soleil, plus le cycle circadien est performant. Voilà, tout ce qui est vitamine D et tout, en plus ça aide énormément pour la gestion du stress. Donc c'est clair que c'est un bon conseil, ouais, Massimo. De toute façon, là j'en ai pas parlé, mais dans le groupe j'en parle souvent. Les 3 C, le cœur, le cerveau, le corps, si tu apportes un équilibre à ces 3 C, ça va te donner l'énergie et l'équilibre nécessaire pour que ton inconscient ait l'énergie nécessaire à la gestion du stress. Donc si tu prends soin de ton cœur, ton cerveau, ton corps, quand je dis le cœur, c'est tout ce qui te tient à cœur, qui te plaît, comme un enfant, voilà, tout ce qui te rend joyeuse, heureuse, etc. Le corps, c'est bien manger, bien boire, bien dormir et avoir une activité physique régulière. Et puis après, le cerveau, c'est avoir des stratégies, avoir des projets, créer des choses, etc. Donc si tu agis sur les 3 C, que tu as une bonne hygiène de vie par rapport à tout ça, tu seras beaucoup plus fort et du coup, tu vas gérer beaucoup mieux le stress. Donc ouais, exact, Massimo. Bah, j'ai vu ton message, Serena, mais même si tu as une bonne hygiène de vie, tant que tu... Ça, c'est pour te donner un équilibre de vie. C'est-à-dire que tu vas avoir une bonne énergie, donc ton inconscient, il y a ce qu'il faut pour gérer. Mais tant que ton inconscient, il voit que tu n'as pas réglé le problème de fond, il va continuer à t'envoyer le message au travers des symptômes. Donc tu peux faire 6 heures de sport par semaine, ça ne sera pas suffisant en fait. Alors pour toi, Flo, la somatisation, l'urticaire, etc., en fait, c'est toujours la même histoire, hein. C'est n'importe quel symptôme, en fait, que ce soit de l'urticaire ou de la tachycardie ou la peur de la mort, c'est un symptôme, c'est un message de l'inconscient. Donc en fait, il va falloir que tu comprennes qu'est-ce qu'il veut te dire à travers ça. Et comme je disais tout à l'heure, l'inconscient, lui, il ne peut pas s'exprimer au travers des mots logiques. Il n'est pas logique, l'inconscient. C'est pour ça que quand tu regardes un film d'horreur, tu as peur. Ça n'a rien de logique. Mais en fait, c'est parce que lui, il fonctionne par association d'idées, par symbolisme. Il se connecte à ta mémoire, à tes valeurs, tes croyances, ton identité. Donc, si tu veux stopper ton urticaire et les crises, en fait, il va falloir que tu comprennes qu'est-ce qui les déclenche. En fait, aller chercher, faut voir les symptômes comme des indices et comme un message. Et plus tu vas les observer, plus tu vas les comprendre en profondeur, plus tu vas comprendre ce qui te ronge de l'intérieur. Et quand tu auras compris ça, tu vas pouvoir transformer les choses dans ta vie ou dans tes croyances, parce que parfois c'est dans les croyances aussi. Et à ce moment-là, tu n'auras plus de symptômes. Parce que s'il n'y a pas de feu, l'inconscient n'a pas besoin de sonner l'alarme. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Ok, je vois qu'il n'y a plus de questions, je vais m'arrêter là-dessus. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je suis vraiment désolé encore pour le problème technique de base. J'aurais aimé vous faire une présentation. Prochain live, je le ferai sur Zoom, comme ça je suis certain que je maîtrise et que je pourrai vous partager les slides et être plus clair. En tout cas, j'espère avoir été le plus clair possible et que avoir pu répondre au maximum à vos questions, que ce soit beaucoup plus compréhensible pour vous, qu'en fait, l'anxiété, c'est beaucoup en rapport avec l'inconscient. Moi, j'ai compris ça quand j'ai appris l'hypnose, parce que j'ai observé l'être humain, moi, depuis l'âge de 8 9 ans, j'observe l'être humain vraiment avec grand intérêt. Et c'est vraiment quand j'ai appris l'hypnose et que j'ai compris le rôle de l'inconscient dans la mécanique du cerveau, mais aussi dans notre vie, c'est ça qui m'a fait comprendre ça en fait. C'est que l'inconscient, lui, il n'a pas le même langage que nous-mêmes en tant que conscience, que nous, 1 + 1 = 2, que voilà, quand on réfléchit, c'est très analytique, c'est très cartésien, c'est très logique, mais l'inconscient, il fonctionne pas comme ça. Et d'ailleurs, on le voit dans les rêves. Quand on fait des rêves, c'est un peu débile parce qu'on se dit, mais ça n'a ni queue ni tête. Mais quand on réfléchit bien, c'est peut-être pas logique, mais il y a du sens derrière. Quand on comprend la symbolique des rêves, si tu es en train de fuir, comme moi j'ai souvent fait, je prends souvent cet exemple,
Moi, j'étais toujours poursuivi par des zombies ou quelqu'un avec des armes, etc. Mais en fait, c'est parce que dans ma vie, je fuyais quelque chose. Et dans ma vie, j'avais besoin je me sentais pressé. Et en fait, là, c'est là que j'ai compris la symbolique des rêves. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. L'inconscient, lui, va fonctionner par tout ce qui est symbolique. Après, lui, se connecte à ta mémoire, à ton identité, etc. Et du coup, le rôle de l'inconscient dans le trouble anxieux généralisé, c'est qu'il essaye de te faire comprendre ce qui te fait souffrir à l'intérieur. Et, et pour te le faire comprendre, comme il ne peut pas s'exprimer au travers des mots, en fait, il va le faire au travers de tes pensées automatiques, de tes émotions, de ton corps et la somatisation des symptômes, etc., etc. Et aussi de tes rêves. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté des anxieux joyeux. Justement, dedans, je vous explique comment fonctionne l'inconscient, comment on comprend son langage, comment on peut utiliser ça et aller plus en profondeur pour pouvoir se libérer du trouble anxieux généralisé. Vous êtes les bienvenus. Et puis je vous remercie beaucoup pour votre présence. Ça fait plaisir d'avoir du monde et d'avoir de l'intérêt. Donc merci à vous. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez très bien soin de vous. Et puis à très bientôt. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer par Messenger ou quoi que ce soit. À très vite. À très bientôt. Ciao ciao.